Bonjour, chers membres et associés du Gestion. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Moussa Sissoko, qui est le secrétaire exécutif de l'Association malienne des gestionnaires de l'éducation, l'AMAGE, qui est associée à Édugestion internationale. Pour la première fois, peut-être dans les communications que nous faisons au sujet de notre association, il y a une association nationale qui a décidé de contribuer à un événement important dans le pays, ce sont les États généraux de l'éducation. Alors, je pense que c'est une première dans nos activités. Et on félicite tout d'abord M. Sissoko pour l'organisation de cette activité-là. Et on va lui demander peut-être maintenant de nous présenter d'abord un peu la MAGE et ensuite de présenter quelles sont les conclusions, les réflexions auxquelles ils sont arrivés, les propositions qu'ils font au ministère de l'Éducation dans le cadre des États généraux de l'éducation. Alors, M. Sissoko, bienvenue. Merci, professeur Sharon. Bonsoir à tous les collègues de Édugestion internationale. Comme le professeur l'a dit, notre pays, le Mali, est dans une phase de refondation de son système éducatif. Et pour ça, les autorités nationales ont organisé ce qu'on appelle les États généraux de l'éducation. Pour l'instant, ce sont les phases régionales qui se sont déroulées. Les 19 régions et le district de Bamako ont tenu leurs assises. La phase nationale est prévue du mardi 16 au 19. Alors, en tant qu'association affiliée à Édugestion internationale et la première association nationale créée au nom des gestionnaires de l'éducation, l'AMAGE, Association malienne des gestionnaires de l'éducation, a pensé qu'il faut apporter une contribution. On sait qu'individuellement, il y a des membres qui participent au niveau régional, aux phases régionales, mais ça c'est à titre individuel. En tant qu'association, nous avons décidé de produire un document et faire parvenir ce document, contribution de l'AMAGE, l'Association malienne des gestionnaires de l'éducation aux États-Unis. Il faut ajouter que nous avons une chance terrible. Le vice-ministre, secrétaire général du ministère de l'Éducation, on l'appelle chez nous, M. Issoufi Diko, est membre de l'AMAGE. Il est aussi membre de la Commission nationale d'organisation des États généraux de l'éducation. Donc c'est à travers lui que notre document est parvenu directement, non seulement au président de la Commission nationale, mais à tous les membres de cette commission. Donc ce n'est pas en phase régionale ou en phase locale que notre document va être discuté, mais c'est une contribution directement associée, adressée, disons, à la commission d'organisation et donc aux autorités nationales. Alors, pour présenter rapidement l'Association malienne des gestionnaires de l'éducation, l'une des particularités de cette association est que, un, elle est la première à être créée au Mali. Deux, c'est à l'image de Édugestion internationale, c'est une association qui couvre tous les niveaux de l'éducation, du fondamental à l'université. Cela peut se voir à travers la composition du bureau, qui, en plus du fait qu'il comprend les gestionnaires de tous les niveaux, il est aussi représentatif du pays, pratiquement toutes les anciennes régions, parce qu'on vient de passer dans un découpage administratif nouveau, où le pays est passé de 10 à 20 régions maintenant, 19 régions plus le district. Mais sur l'ancienne base, toutes les régions sont représentées de Caille à Kidal. On y retrouve des chefs d'établissement, des adjoints de chefs d'établissement, des inspecteurs, des professeurs d'université, des enseignants évoluant en classe. Donc cette particularité de l'AMAGE fait que c'est une association inclusive. Alors pourquoi nous avons décidé de participer à ça? D'abord, nous avons la particularité aussi d'avoir parmi nous beaucoup de diplômés
de GSE de l'Université Senghor. Donc, ce sont des spécialistes qui ont une autre vision, qui ont une autre approche des problèmes éducatifs que les débats qui vont se dérouler au niveau régional où toute la société, c'est plutôt l'inclusivité qui est cherchée. Toutes les composantes de la société parlent. Mais parler en tant que spécialiste, je crois que c'est un peu du domaine de l'amage. C'est pour ça que si vous prenez notre document, nous avons touché pratiquement à tous les aspects qui posent problème aujourd'hui au système éducatif. À commencer par le préscolaire jusqu'à l'enseignement supérieur. À commencer par les problèmes de ressources humaines jusqu'au financement de l'éducation. Et surtout, particulièrement, à parler de la gestion de l'éducation. Nous allons y arriver. Alors, tout en commençant par ce qu'on appelle l'enseignement de l'éducation préscolaire ou développement de la petite enfance. Dans notre pays, nous avons évoqué la loi d'orientation sur l'éducation, la loi de 99. C'est un peu la loi fondamentale de l'éducation, si on peut l'appeler ainsi. Alors, cette loi ne consacre que 2 petits articles à l'éducation préscolaire. Et en plus de ça, la loi précise que l'éducation préscolaire doit être dispensée par des organismes spécialisés. En réalité, dans notre pays, l'État ne fait pas de l'éducation préscolaire, la formation des tout-petits, un problème pour le moment. Les jardins d'enfants sont créés par les opérateurs privés, tout au plus par quelques collectivités, des mairies. Mais l'État n'a pas encore intégré carrément l'éducation préscolaire dans le système. Donc, parmi les propositions fortes que nous avons faites, nous avons demandé la création de jardins d'enfants dans tous les établissements, dans toutes les écoles fondamentales. Et si on dit création de jardins d'enfants dans toutes les écoles fondamentales, il faut des personnes ressources, il faut des écoles de formation des moniteurs et des monitrices de jardins d'enfants. Donc, nous avons aussi demandé la création des écoles de formation des moniteurs et des monitrices d'enfants, de jardins d'enfants. Il y a un aspect qu'on a greffé à ça depuis le niveau du préscolaire de notre document. L'aspect qu'on a greffé, c'est la gestion des échecs. Notre système éducatif ne prend pas en compte les échecs. Les déchets scolaires, comme on les appelle, sont laissés à eux-mêmes. Il n'y a pas un système de récupération de ceux qui n'arrivent pas à terminer un cycle d'enseignement. Donc, nous avons pensé qu'en créant les écoles de formation des moniteurs, les recalés des 10e, 11e du lycée, de la première à deuxième année de l'enseignement technique, peuvent être réorientés directement dans ces écoles-là. En tout cas, on leur accorde la priorité. Puisque dans le cadre de la refondation, les états généraux de l'école de l'éducation et la refondation de l'école se situent dans le cadre d'une refondation globale du pays, nous avons pensé que si on doit incruster la culture nationale, si on doit incruster la citoyenneté, le civisme, il faut commencer depuis le jardin d'enfants. Donc, adopter des programmes pour l'éducation préscolaire qui vont se baser sur l'ancrage de la citoyenneté et sur les cultures nationales. Si nous sortons du préscolaire, on passe à l'enseignement fondamental. L'enseignement fondamental, c'est un peu la base. C'est de là que tout part. Moi, je suis proviseur du lycée. Je suis dans l'administration du lycée, ça fait 21 ans aujourd'hui. Donc, je connais les problèmes du lycée. La majorité de nos problèmes, des échecs, sont dus aux produits qui nous arrivent de l'enseignement fondamental. Parce que notre système éducatif, au départ, au niveau de l'école, ce qu'on appelle l'école fondamentale, il y avait 2 examens. De la première à la 6e année, c'était un bloc. Donc, pour passer de ce bloc de la 7e à la 9e année, il y avait ce qu'on appelle le certificat d'études primaires, qu'on a supprimé. Et donc, faire de l'enseignement fondamental un seul bloc de 9 ans, sanctionné par un seul examen.
Donc, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de sélection à la base. Donc, nous avons demandé la restauration de cet examen d'entrée en 7e année au niveau du second cycle pour qu'il y ait un premier niveau de tri afin que les résultats du diplôme d'études fondamentales qui sanctionnent les 9 ans puissent être vraiment améliorés. L'autre problème au niveau du fondamental, comme au niveau de l'enseignement secondaire et de l'enseignement normal, c'est le problème des ressources humaines, c'est le problème d'infrastructure. En réalité, ces deux problèmes sont présents à tous les niveaux de l'éducation au Mali. Mais c'est encore plus crucial au niveau du fondamental, notamment la gestion des ressources humaines. Nous avons pris des cas et nous avons dit dans ce pays, on trouve un second cycle, 7e, 8e, 9e, tenu par un seul enseignant, ou alors tenu par 2 enseignants. On trouve un premier cycle fondamental, le fondamental 1, de la première à la 6e année, une école de 6 niveaux, tenue par 2 enseignants. Au même moment, dans les villes, dans les grands centres urbains, on trouve 3-4 enseignants dans une seule classe. Alors, ce problème est arrivé avec la décentralisation de l'éducation. Dès qu'on a confié l'école, la gestion de l'école aux collectivités, aux mairies, aux conseils de cercle et aux conseils régionaux, l'éducation s'est trouvée étalée sur 2 ministères, notamment le personnel, les fonctionnaires des collectivités. Les fonctionnaires des collectivités sont des agents du ministère de l'administration territoriale parce que les mairies, conseils de cercle, conseils régionaux relèvent du ministère de l'administration territoriale. Et ce sont eux qui sont les employés des fonctionnaires des collectivités. Le ministère de l'Éducation n'est que le service utilisateur. À partir du moment où l'employeur peut muter les agents sans se référer au service utilisateur, sans tenir en compte ses besoins, forcément, il y a distorsion. En sorte que tous les enseignants se sont retrouvés dans les villes sur mutation de l'administration territoriale sans l'avis du ministère de l'Éducation qui est le service utilisateur. Donc, c'est ce qui fait que au niveau de l'enseignement fondamental, le premier grand problème, c'est les ressources humaines qui manquent. Vous allez dans une ville où vous trouvez 5 enseignants dans une classe, à quelques 5-6 km de cette ville, le premier village sur lequel vous tombez, vous trouvez un déficit de 6 enseignants. Donc nous avons dit que globalement, il faut retirer la gestion de l'école des mains des collectivités. Et le document cadre, dénommé Vision globale, élaboré par la Commission nationale d'organisation, nous donne raison. Parce que ce document cadre même précise que le ministère de l'Éducation nationale est administré par 4 départements ministériels et que cela pose un problème de pilotage. À l'intérieur même du ministère, il y a la multiplication des services et donc des conflits de compétences, etc., etc. Bref, premier problème au niveau de l'enseignement fondamental, gestion des ressources humaines. Il faut d'abord retirer l'éducation des mains des collectivités. De 2, il faut redéployer tous ces enseignants-là qui sont en vie et laisser la gestion totale du personnel de l'éducation au ministère de l'Éducation. Deuxième chose, il faut construire des classes, construire des écoles, beaucoup d'écoles. Quelquefois, il nous est arrivé de trouver des écoles qui prennent des cours sous des arbres encore. Nous avons des écoles qui ont été détruites par le fait de violences qui sont à réhabiliter. Donc, l'infrastructure est à revoir au niveau du fondamental. Pour passer à l'enseignement secondaire, les lycées et l'enseignement technique, et l'enseignement normal
qui s'occupe de la formation des formateurs, les maîtres, nous avons fait face au même problème et avec beaucoup d'autres propositions. Proposition de construction de salles de classe, proposition de construction de nouveaux lycées, mais nous avons dit qu'il faut ralentir un peu la construction de lycées d'enseignement, de lycées classiques d'enseignement général. Pourquoi? Parce que l'enseignement professionnel est un peu délaissé dans le pays. Pour ne pas dire qu'il est laissé au privé. Les écoles d'enseignement technique et professionnel public se comptent au bout des doigts. Donc nous avons pensé qu'il faut donner du poids à la formation professionnelle. Nous l'avons écrit dans notre document. La construction d'un pays, ce n'est pas avec les cadres dans les bureaux, c'est sur les chantiers. Or, là où on forme ceux qui travaillent sur les chantiers, c'est dans les écoles de formation professionnelle surtout. Donc, nous avons pensé que, en fonction des potentialités économiques de chaque cercle, les cercles sont des subdivisions des régions chez nous, et donc au niveau de chaque cercle du pays, il faut construire une école professionnelle en fonction des potentialités économiques. Nous sommes à Djéné, il y a l'eau, il y a l'élevage, c'est les deux activités principales. Pourquoi ne pas construire une école professionnelle où on va apprendre les techniques de pêche aux jeunes gens ou les techniques d'élevage? Donc c'est de cela qu'il s'agit. Ensuite, nous avons dit qu'il faut redéployer à ce niveau aussi les enseignants qui sont dans les grandes villes. Nous avons la preuve de ça parce que nous avons un ministre qui anciennement a fait une enquête à Bamako, la capitale, et qui a découvert qu'il y avait, c'était en 2014-2015 déjà, qu'il y avait 500 enseignants du lycée qui évoluent à Bamako, qui n'ont pas d'emploi du temps dans le public. Je précise 500 enseignants. Au même moment, si je prends l'exemple de mon lycée, ça fait 3 ans que je n'ai pas de professeur de français. Parce que je suis à 500 km de Bamako. Et donc, ce sont les professeurs de sociologie, ce sont les professeurs de philosophie qui enseignent la langue d'enseignement qui est le français chez eux. Nous avons des lycées de l'intérieur, des lycées de cercle qui ne peuvent même pas ouvrir plus de 2 séries sur 6 possibles au lycée, faute d'enseignants. Donc nous avons dit qu'il y a une gestion catastrophique des ressources humaines et tout le monde est unanime là-dessus, qu'il faut mettre fin à cette gestion catastrophique des ressources humaines. Et donc pour ça, notre proposition, c'est non seulement le redéploiement de ceux qui peuplent inutilement les villes, mais en même temps, nous avons dit que l'État aussi doit fournir un effort au niveau du premier cycle, au niveau du fondamental comme au niveau du second cycle. Si c'est parce que les gens restent en ville parce qu'ils trouvent mieux à gagner, pourquoi ne pas instituer des mesures incitatives? Les enseignants qui évoluent dans les campagnes, comme on l'a dit, si on leur accorde des primes spéciales, beaucoup vont courir pour aller en campagne et beaucoup vont rester. Première mesure. Une autre mesure que nous avons proposée, c'est de faire du séjour dans une école de campagne, entre guillemets, une obligation. Tous les enseignants doivent faire au moins 4 ans dans une école de campagne. Et donc, si on institue ça, au bout de 4 ans, on ne peut plus obliger un enseignant à rester en bourse. Mais on trouvera toujours des gens qui ont commencé en ville et qui donc ils vont faire leur séjour en bourse. Donc voilà des propositions concrètes que nous avons faites au niveau de l'enseignement secondaire. Pour ce qui est de l'enseignement normal, la formation des formateurs, la formation des enseignants, c'est là qu'il y a de véritables problèmes. On nous a appris que les programmes ont été révisés et que ces programmes attendent d'être enseignés aux professeurs, et on ne sait pas combien de temps cela va prendre.
Dans nos recherches, on nous a dit que ce sont des programmes qui ont été révisés depuis 2018. On est quand même à 6 ans, si ce n'est pas appliqué. Mais nous avons fait le constat amer que dans nos écoles de formation, il n'y a pas de congruence entre ce que les enseignants apprennent et ce qu'ils vont enseigner. Nous avons pris dans notre document des exemples concrets. Des enseignants qui doivent évoluer au premier cycle, de la première année à la 6e année. Si on leur enseigne les régimes dictatoriaux, on parle de Hitler, on parle de Mussolini, on parle de Franco, alors que durant tout leur cycle, durant toute leur carrière, ils n'auront pas à parler de ça aux enfants, nous avons dit que ça ne sert absolument à rien. Au second cycle, nous avons dit mathématiques, parler de logarithmes, de fonctions exponentielles. La culture générale, on est d'accord. Mais d'abord, ce qu'il va apprendre. Donc, des enseignants auxquels on apprend des notions d'exponentielle, de fonctions logarithmiques, de racines, ce n'est pas congruent. Au même moment, certains de ces enseignants sortent sans connaître les opérations fondamentales, sans maîtriser, disons, les opérations fondamentales. Addition, soustraction, multiplication, division. Donc, nous avons dit qu'il faut revoir fondamentalement les programmes des instituts de formation des maîtres pour les mettre dans la réalité de ce qu'ils vont enseigner dans les classes. Ensuite, on a abordé l'enseignement supérieur, où il y a encore plus de problèmes. Le problème les deux gros morceaux de l'éducation du système éducatif malien se retrouvent de façon plus aiguë au niveau de l'enseignement supérieur. Le premier problème, infrastructure insignifiante. Deuxième problème, ressources humaines insignifiantes. Dans certaines facultés, on l'a mis dans le texte, c'est même humiliant de sortir le ratio étudiant par élève. On ne peut pas le faire. Il arrive très fréquemment chez nous où les titulaires du bac qui doivent aller à l'université et dans les grandes écoles peuvent faire 2 ans sans avoir été appelés en première année de l'université parce que leurs aînés qui sont là-bas n'ont pas fini ou n'ont pas eu d'encadreur. Donc, il y a une insuffisance criarde de professeurs et une insuffisance criarde de salles. Donc, nous avons dit proposer la construction de campus et la formation des professeurs d'université. Mais, pour aller très efficacement à l'encontre de ces deux problèmes, la MAJ a proposé l'institution de la formation en ligne, qui peut être une solution aux effectifs pléthoriques, qui peut être une solution à l'insuffisance de professeurs au niveau de l'université. Un détail important que nous avons ajouté au niveau de l'enseignement supérieur. Chez nous, comme dans beaucoup de pays au sud du Sahara, ces dernières années, depuis, on peut dire les 10 dernières années, il y a ce qu'on appelle le mythe du diplôme. Tout le monde est docteur. Et donc, le diplôme de doctorat, on le cherche par tous les moyens. Alors, nous avons dit que ce que l'enseignement supérieur peut faire aussi, c'est de sortir de ce mythe du diplôme pour aller au mythe de la performance. Il faut instituer des critères de performance pour l'attribution de certaines primes. Il suffit d'avoir le doctorat pour accéder à certaines primes. Donc, ça, c'est une proposition aussi que nous avons faite au niveau de l'enseignement supérieur, où le deuxième volet est totalement négligé, c'est la recherche. La recherche, de façon générale, et la recherche universitaire en particulier au Mali, manque de moyens. Les ressources mises à la disposition des chercheurs sont insignifiantes. Donc, nous avons dit qu'il faut mettre à la disposition des enseignants-chercheurs
les moyens conséquents. Alors, pour arriver au point qui nous intéresse le plus, ce n'est pas que on n'a pas commencé par là, que nous n'allons pas y arriver. C'est l'architecture du texte qui nous a amenés à là. Parce que nous avons commencé de l'enseignement, de l'éducation préscolaire, de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire, etc. On arrive maintenant à ce que nous avons appelé la gouvernance de l'école. Et nous avons rappelé au départ que parmi les 18 thématiques retenues au cours de ces états généraux par la Commission nationale, aucune thématique n'est consacrée à la gestion. Il y a bien la thématique 13 qui parle des aspects institutionnels. Mais les institutions, ces institutions sont dirigées par les hommes. Et si ces hommes ne sont pas formés. Et nous avons rappelé que courant 2023, il y a eu un sommet mondial sur la refondation de l'éducation. Et que le professeur Saron nous en avait parlé en son temps. Parmi les 4 thématiques de ce sommet mondial aussi, aucune n'a été consacrée à la gestion et aux gestionnaires. Et donc nous avons dit que nous rappelons aux politiques maliennes et aux politiques de façon générale qu'il est difficile de transformer, le sommet c'était la transformation de l'école je crois, il est difficile de transformer l'école sans les gestionnaires. Et donc à ce niveau, puisque c'est l'un des objectifs de création de l'AMAGE, nous avons fait des propositions concrètes et nous avons donné des pistes de réflexion aux autorités compétentes. Nous avons pris des cas concrets où des dysfonctionnements sont liés aux textes créatifs même, notamment les textes organiques de certaines structures. Nous avons pris par exemple l'Inspection générale de l'éducation nationale, IGEN. Les textes organiques rattachent l'inspecteur général de l'éducation nationale directement au ministre de l'Éducation. Il nous est arrivé parfois de constater que le démembrement de l'hygiène, qui sont les inspections régionales de l'enseignement secondaire, les IPRES, reçoivent souvent des instructions venues du cabinet, notamment du secrétaire général ou d'un conseiller, par exemple. Alors, par le fait que les instructions ne viennent pas de leur hiérarchie, l'inspection générale d'éducation, ils ont des problèmes à les exécuter. Donc, nous avons posé une question. Si l'inspecteur général de l'éducation nationale relève directement du ministre de l'Éducation, est-ce que cela signifie qu'il est au-dessus du secrétaire général qui est le vice-ministre? Qu'il est au-dessus des conseillers techniques et donc aussi des directeurs nationaux des services centraux? Donc, il y a un problème de verticalité du pouvoir qui se pose à ce niveau. Nous avons pris le décret de création des inspections régionales. À ce niveau, nous avons relevé qu'il y a des inspections régionales qui restent souvent fermées pendant 2 ans, disons pas fermées, mais il n'y a pas de chef, il n'y a pas de coordinateur. Parce que les textes prévoient un seul coordinateur sans adjoint. Et donc, si l'inspecteur coordinateur régional de Mopti va à la retraite, s'il n'est pas remplacé au bout de 2-3 ans, ça veut dire qu'il n'y a pas de coordinateur. Donc ça pose problème. Donc le premier problème qu'on a relevé à ce niveau, il faut un inspecteur coordinateur adjoint. Pour qu'en cas de retraite, en cas de maladie, ou en cas de promotion, un inspecteur régional peut être nommé conseiller au ministère ou même ministre. Donc le poste reste vacant. Et donc en cas de vacance de pouvoir seulement, du poste, l'inspecteur adjoint assure l'intérim jusqu'à la nomination d'un coordinateur. Ensuite, deuxième problème que ce décret pose, les IPRES, Inspection régionale pédagogique de l'enseignement secondaire, sont des services régionaux. Et donc, l'inspecteur coordinateur relève directement de l'autorité du gouverneur de région.
le directeur de l'académie d'enseignement relève directement du gouverneur de région. Parce que l'académie aussi est un service régional. Donc, 2 services régionaux du même département. Nous avons dit qu'à ce niveau, il faut voir qu'il y ait ce que nous avons appelé la verticalité du pouvoir. Entre l'IPRES et l'académie, qui relève de qui? Mais notre analyse à nous est que, au lieu de créer des inspections régionales, nous en avons 20 régions, il faut créer des inspections d'académie pour plus d'efficacité. Si nous prenons une académie, une région comme Kaye, une région comme Kulkoro, une région comme Sikasso, toutes ces régions-là ont au moins 3 académies. Alors, si on crée une inspection régionale qui couvre 3 académies et une inspection, dans une inspection, il n'est prévu que 35 inspecteurs, 3 académies d'enseignement, que 35 agents doivent couvrir. Or, l'inspection est chargée du suivi et de la formation, surtout le suivi. Nous avons pensé que l'efficacité ne sera pas au bout. Et donc, au lieu de créer des inspections régionales, de maintenir les inspections régionales qui sont déjà créées, il faudra créer une inspection par académie d'enseignement. Comme ça, nous avons 26 académies aujourd'hui. Nous aurons 26 inspections. L'efficacité est au bout de ça. Et donc, il s'agira d'inspection d'académie et non d'inspection régionale. Cela va trancher le problème de verticalité du pouvoir que nous avons posé. Et donc, chaque inspection sera logée à l'intérieur de son académie de tutelle. Deuxième problème que nous avons posé au niveau de la gouvernance de l'école, ça c'est la formation des gestionnaires. Tout ce que nous sommes en train de construire, tout ce qu'on est en train de concevoir, tout ce qu'on va faire, tout l'argent qui va être investi, l'argent des bailleurs, des partenaires techniques, des bailleurs de fonds comme on le dit, l'argent de l'État, l'argent des communautés, tout cet effort ne peut être rentabilisé efficacement tant que les gestionnaires, les hommes chargés de la gestion ne sont pas formés. Et donc à ce niveau, nous avons dit qu'il faut créer un dispositif de formation, au moins pour les structures d'encadrement. Une direction d'école, c'est une structure d'encadrement. Le CAP, les centres d'animation pédagogique sont des structures d'encadrement parce qu'ils ont des conseillers qui font le suivi dans les écoles et l'inspection qui est chargée du suivi et de la formation. Et donc, tant que cela n'est pas fait, nous ne pensons pas que tous les efforts qui sont en cours puissent être rentabilisés de façon efficace. Et là, nous avons fait une suggestion. Nous avons dit, à défaut de créer une école de formation des gestionnaires scolaires, des divisions scolaires, il existe déjà chez nous ce qu'on appelle l'école normale d'administration, ENA, où c'est justement les professionnels qui vont. C'est des gens qui sont déjà en fonction qui vont là-bas. Et donc, nous avons dit qu'on pourra confier cette formation à l'école nationale d'administration, qui va ouvrir cette filière et qui va s'occuper de la formation des dirigeants scolaires. Et c'est là que nous avons parlé de nous-mêmes. Parce que nous avons dit que la Confémen, dont le Mali est membre, l'Agence universitaire de la formation de la francophonie, font partie des initiateurs d'un programme de formation qui est exécuté par l'Université Senghor et qui est la GSE, Gestion des systèmes éducatifs. Et GSE a une option qui s'appelle formation des formateurs, des directeurs d'établissement. Et des chiffres que nous avons reçus de cette université, l'Université Senghor, à ce jour, il y a 25 Maliens qui ont été formés dans cette spécialité et dans cette option. Et donc, même si demain on ouvre cette filière à l'École nationale d'administration, le Mali trouvera les hommes qu'il faut pour
former les premiers auditeurs. Et c'est là que nous avons dit que dans notre pays comme dans d'autres pays africains, les diplômés de GSE, du Master 2, ne sont pas encore efficacement et officiellement utilisés. Or, c'est un programme qui a été conçu par la CONFEMEN dont nos pays sont membres. Nous avons pris l'exemple du voisin burkinabé, où avec les échanges avec Minata, une fois, nous avons appris au niveau du CA que les premiers diplômés de l'école de formation des chefs d'établissement, c'était des proviseurs, ont pris fonction à la rentrée scolaire en cours. Et en septembre dernier, leur première promotion, formation initiale de 2 ans, la première promotion est sortie. Donc nous invitons nos autorités à aller à ça et à rentabiliser ces diplômés de GSE et à mettre la formation des gestionnaires au centre de la gestion de l'éducation, du système éducatif. Donc très rapidement, voilà le tour de la question, le document que nous avons présenté. Et le document a été, la synthèse du document a été réalisée par moi-même, secrétaire exécutif de l'Association malienne des gestionnaires de l'éducation. Mais c'est une discussion que j'ai ouverte dans le groupe WhatsApp créé par le professeur Sharon, l'espace Mali et du gestion Mali. Et donc, les gens de tous les niveaux, des enseignants du premier cycle évoluant en classe, des conseillers pédagogiques, des inspecteurs, des professeurs d'université, des gens du niveau central, de services centraux, au moins 2, ont donné leur point de vue, des chefs d'établissement du secondaire naturellement, ont donné leur point de vue. Et donc, c'est après avoir fait cette cueillette d'informations, de propositions, de suggestions, moi j'ai fait la synthèse du document, j'ai mis sur le groupe et j'ai demandé aux collègues d'apprécier et de corriger parce que je suis professeur de français, mais comme on le dit, le bossu ne voit pas sa bosse. Et donc le collègue Alaïs Sagara surtout a fait un travail très rigoureux et ce document corrigé que j'ai remis sur le groupe, c'est ce document corrigé que j'ai envoyé au secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, M. Issoufou Diko, membre de l'AMAJ, diplômé de GSE et membre de la Commission nationale d'organisation des États généraux de l'éducation. Et dès que ça arrive à Issoufou, il est clair que tous les membres de la Commission nationale auront le document. Donc voilà en gros le travail que nous avons fait au niveau de l'Association malienne des gestionnaires de l'éducation en guise de contribution aux États généraux de l'éducation au Mali, un grand forum qui est en cours. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, M. Moussa Sissoko, de cette présentation que je trouve moi-même impressionnante par justement sa vision, j'allais dire sa vision systémique. Alors, je crois que vous avez réalisé l'un des objectifs de nos regroupements, c'est-à-dire d'avoir une vision d'ensemble de la gestion du système, de ne pas considérer qu'un seul niveau, mais d'avoir des discussions avec des gens du niveau local, du niveau régional, du niveau national, des directeurs d'école, des chefs d'établissement, des inspecteurs, des gens aussi au niveau des directions centrales, pour avoir justement cette vision globale qui est essentielle lorsqu'on veut, comme dans le cas de votre pays, tenir des états généraux et disons, amorcer un changement global dans le système. Alors, je crois que vous nous avez démontré une compétence avec vos collègues dans les difficultés qui sont vécues au niveau local, au niveau des écoles primaires, du niveau maternel, du secondaire, de l'universitaire et même de l'organisation même du système éducatif au Mali. Alors, je crois que c'est
c'est une vision globale qui va peut-être surprendre un peu les gens auxquels vous envoyez votre document, parce que souvent on a la tendance à s'occuper surtout de son propre secteur sans avoir cette vision systémique que vous avez démontrée. C'est une première, peut-être au Mali, je pense que c'est ce que vous avez dit au début. Votre association, c'est la première association de ce type-là. C'est peut-être aussi la première fois que collectivement les gestionnaire démontrent leurs compétences dans la vision qu'ils ont du système éducatif global. Et pour ça, je pense qu'on n'a plus que vous féliciter, vous et vos collègues, et souhaiter que les propositions que vous avez faites soient entérinées par les autorités. Je pense que vous avez des liens au niveau central et à la fois des liens au niveau local et au niveau intermédiaire. Et je pense que c'est ça qui est précieux dans votre contribution aux États généraux de l'éducation. J'espère que vous allez nous tenir au courant de l'évolution. Si jamais, à la suite des États généraux, vous pourriez nous revenir et refaire un peu le recensement de ce que vous avez proposé et les résultats qui ont été décidés par les États généraux, je pense que ce serait une autre étape importante dans la prise de conscience du rôle des gestionnaires. Vous avez effectivement, dans le document, souligné que dans beaucoup de rencontres internationales et même dans vos États généraux, il n'y a rien qui concerne effectivement et précisément la gestion. Et à mon sens, moi, je travaille actuellement dans une quinzaine de pays francophones et c'est une caractéristique des systèmes éducatifs francophones que ce manque d'attention à la gestion qui est un élément essentiel de la qualité de l'éducation. Les recherches le démontrent, tout le monde le dit, mais il n'y a pas grand monde qui le fait pour le moment. Alors, nous espérons bien que, grâce à votre intervention, au Mali, ce sera fait. Alors, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose en terminant, avant qu'on se quitte. Non, il n'y a rien de particulier. Ok, d'accord. Rien de particulier. Le professeur Sharon pour ça. Oui. Compter, comme vous l'avez dit, sur le fait que au cours des États généraux, qu'on tienne compte de ça. De toute façon, en plus du secrétaire général, on est suffisamment représenté au niveau des États généraux. Oui. Et ce sont les recommandations vont nous parvenir incessamment. Dès la fin des États généraux, on aura les recommandations et les résolutions qui vont être prises. On a l'espoir que ça va se passer comme les assises nationales de la refondation qui ont été organisées, où on a mis un comité de suivi. Toutes les recommandations, à chaque 1 ou 2 mois, le comité vient, bon, on est à 30%, on est à 40%. Nous espérons que ce soit la même chose à l'issue des États généraux d'éducation, qu'il y aura un comité de suivi des recommandations et des résolutions. Voilà, je remercie tout le monde. Et nous espérons que certains membres de l'AMAGE pourront faire partie de ce comité de mise en œuvre de suivi des États généraux. Alors, bravo encore une fois. Donc, nous avons enregistré cette intervention et elle sera partagée avec les membres de l'association internationale. Alors, effectivement, je pense que les collègues du Mali vont être très intéressés à suivre votre synthèse des réflexions que vous avez faites. Mais je pense qu'aussi les membres des autres associations nationales vont profiter de tout le travail que vous avez fait avec votre association dans votre pays. Merci, M. Sissoko, et puis bonne chance dans la suite de ces États généraux. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, professeur. Okay.